Bonsoir à tous, ceux qui sont présents dans la salle et ceux qui sont, je l'espère, très nombreux en ligne à nous suivre. Alors, nous sommes ici dans cette soirée à l'initiative de Talents Calédoniens. Talents Calédoniens, qui est une association de Nouvelle-Calédonie qui existe depuis 2020, qui a été créée à l'initiative de la CCI Nouvelle-Calédonie, entourée d'un certain nombre d'entrepreneurs, pour une thématique qui est d'actualité, qui est de faire venir et revenir des talents en Nouvelle-Calédonie. Puisque le monde connaît une vraie pénurie d'un certain nombre de talents, et la Calédonie, qui est loin de tout, encore plus. Donc, l'association Talents Calédoniens a répondu à un appel à projet du ministère des Outre-mer et a été lauréate à travers un projet qui est le dispositif Revivre en Nouvelle-Calédonie. Ce dispositif a pour objectif de créer un terreau favorable à des jeunes Calédoniens et Calédoniennes qui ont une expérience à l'étranger et qui souhaiteraient revenir en Nouvelle-Calédonie, soit à travers un emploi qu'ils trouveraient, soit à travers une création d'entreprise. Donc ce dispositif est mené par Talents Calédoniens et ses membres et va apporter un accompagnement à ces jeunes pour, comme je disais, leur permettre d'avoir un terreau favorable, c'est-à-dire de favoriser la prise de racines, on espère, en Calédonie, qui puisse s'y pérenniser, parce que, comme je disais, on a besoin de talents pour faire avancer notre économie. Donc, nous sommes aujourd'hui au troisième rendez-vous de ce dispositif. C'est le deuxième, le check-up numéro 2, comme on l'appelle dans ce dispositif. Donc, on est aux 2/3 du parcours. Et nous avons, pour cela, nous sommes accueillis chez Outech, notre sponsor, que nous remercions. Outech, qui est un business center qui loue des bureaux, mais qui loue également des salles de réunion et des salles événementielles, dont la salle des nuages dans laquelle nous sommes, qui permettent de faire ce genre d'événements. Donc, merci à Outech pour cet apport. Le thème du soir sera recrutement en Nouvelle-Calédonie, à travers 2 questions clés, que sont où et comment candidater quand on veut travailler en Nouvelle-Calédonie, et comment convaincre les recruteurs, avec un panel d'experts de haut niveau que nous avons ce soir. Donc, je vais commencer par Laurent Voix, le directeur et cofondateur du cabinet Atwork. Nous avons ensuite Lorenza Wediem, qui est chargée des ressources humaines du groupe Plus. Nous avons ensuite Stéphanie Guillot, qui est chef du service de l'emploi et du logement à la province Sud. Dominique Lepitre, responsable des ressources humaines à Produits Ressources. Olivier Devaute, qui est directeur des ressources humaines du groupe Balande. Et enfin, Marc Harpin, directrice des ressources humaines du groupe CIPAC. Donc, ces 2 questions vont être abordées, donc chacune 30 minutes en tout, c'est-à-dire qu'il va y avoir un débat d'abord de nos experts, et ensuite des questions qui, bien sûr, pourront être posées, soit depuis la salle, soit en ligne. Donc, nous vous encourageons à poser ces questions, parce qu'on a la chance d'avoir accès à ces compétences RH, ce n'est pas souvent le cas. Donc voilà, elles sont à votre disposition pour pouvoir vous éclairer sur ces sujets. Donc, je vous propose de commencer par le premier. La province Sud. Voilà, la province Sud. Donc, nous avons déjà le recensement des offres en province Sud, accessible sur notre plateforme, province-sud.nc. Donc, on enregistre l'ensemble des offres des employeurs, puisqu'il y a une obligation de dépôt d'offres chez nous. Et puis, ces offres sont diffusées à minima 3 semaines, mais ça peut aller plus longtemps en fonction des métiers, s'ils sont en tension ou pas. Voilà, on a 600 offres accessibles, actives en ce moment, par exemple. Voilà, donc les candidats peuvent, via un espace emploi, enfin, on crée un compte provincial, on a un espace emploi et on peut candidater en ligne sans forcément être inscrit au service de l'emploi de la province Sud. Quelqu'un, un étudiant ou un futur demandeur d'emploi qui voudrait s'inscrire et postuler à une offre qui l'intéresse peut tout à fait le faire en ligne via nos services et démarches. Voilà. Après, on a aussi d'autres sites accessibles pour les offres. On a le site emploi.gouv.nc qui enregistre également des offres sur l'ensemble du territoire. Ce n'est pas exclusivement lié à la province Sud. Et puis, nous avons également après des sites, des cabinets de recrutement,
des sites des entreprises, des employeurs aussi, pour pouvoir aller se renseigner sur les employeurs en Nouvelle-Calédonie, sur ce qu'ils font, sur leur culture d'entreprise, mais aussi du coup sur leurs offres, puisque certains aussi publient directement sur leur site. Quelqu'un qui publie sur son site. Voilà. Ouais. Donc effectivement, tu vas. Allez. Donc effectivement, on a beaucoup intérêt à communiquer sur les sites internet et monopoliser tout ce qui est réseau social aujourd'hui pour pouvoir toucher un maximum de personnes, parce qu'effectivement l'idée de la Calédonie, c'est qu'on a un bassin restreint en termes de recrutement. On a tendance d'ailleurs très régulièrement à se piquer des profils, voilà, donc on essaye de ne pas aller trop piquer chez les copains et plutôt d'aller faire en sorte d'attirer des nouveaux talents et de talents, notamment à l'extérieur du territoire, mais aussi des personnes qui à aucun moment n'auraient imaginé qu'ils auraient pu postuler à ce type de poste. Donc, l'idée, c'est de donner envie aux gens de venir consulter ce qu'on fait. Typiquement, moi, je travaille chez CIPAC. Chez CIPAC, on a l'habitude de dire chez CIPAC, on vend que des camions. Et bien non, chez CIPAC, on est sur plein d'autres domaines. Et limite, on pourrait se dire que n'importe quelle personne qui a été formée ou diplômée en Nouvelle-Calédonie pourrait trouver une opportunité chez nous. Donc, on a tout intérêt, nous, entreprises, à faire en sorte de communiquer pour pouvoir attirer des talents comme les vôtres dans nos sociétés et ne pas se contenter, effectivement, d'être noyé dans la masse des 600 emplois. D'où le fait qu'on est très complémentaires. Effectivement, on a cette démarche légale pour être sûr d'être dans les règles et d'avoir déclaré notre offre d'emploi, mais surtout important pour nous de pouvoir toucher tout un panel de personnes. Voilà, je vais peut-être parler de nos pratiques de recrutement chez Valorant, et comme ça pourra vous éclairer sur la manière dont vous pouvez postuler, en tout cas comment vous pouvez contacter les entreprises. Donc nous, quand on cherche des demandeurs, des candidats, futurs salariés, on va faire une annonce souvent sur LinkedIn. On peut la mettre sur job.nc, c'est un site en fait calédonien qu'on utilise régulièrement. On utilise alors parfois un site qui n'est pas spécialisé en annonce emploi, mais annonce.nc, ça marche sur certains types d'emplois, en fait, notamment quand on a besoin d'emplois très réactifs, de boulot dans la manutention. On utilise alors, là on va arriver sur des choses en fait un peu plus qualifiées où également on a besoin de réactivité, on va passer par les agents d'intérim. Et quel que soit le profil, hein, ça peut passer du manutentionnaire, du vendeur, jusque parfois au cadre peut-être même au cadre dirigeant. Parce qu'en fait, quand on a des difficultés à trouver des candidats, ben, en tant qu'employeur, on essaye tous les réseaux. Donc les agents intérim, c'est vraiment quelque chose que je conseille aux demandeurs d'emploi d'aller démarcher, les agents de recrutement. Voilà. Et puis après, vous avez le réseau. Voilà, c'est bouche à oreille, on en parle autour de nous et en fait, on a des candidatures qui nous arrivent par le réseau et par les candidatures spontanées. Quand vous allez sur les pages LinkedIn des employeurs, vous voyez leur mail, vous envoyez des candidatures spontanées et dire entre guillemets à tout réseau. Est-ce qu'on rebondit sur une agence de recrutement pour partir sur les entreprises? Les agences de recrutement ont sensiblement les mêmes pratiques que les RH. Effectivement, on communique beaucoup sur les réseaux. Je rebondis juste par contre sur ce que vient d'évoquer Olivier. C'est effectivement, là on parle beaucoup des annonces. Essentiel à ne pas minimiser, c'est la candidature spontanée pour le coup, qui elle est d'une importance vitale à mes yeux. Effectivement, c'est l'un pour moi des meilleurs moyens de candidater. Tout simplement parce que vous avez la chance dans ce cas-là de construire votre candidature en fonction de votre profil et pas en fonction pas de construire votre candidature en fonction d'une annonce à laquelle vous essayez d'accrocher. Et celle-ci, c'est celle qui va vous correspondre le mieux et c'est peut-être celle qui sera le plus impactante pour le service RH qui va vous lire derrière au cabinet, parce que rien n'interdit d'envoyer des candidatures spontanées à des cabinets de recrutement aussi qui sont toujours très preneurs de profils intéressants. Sachant qu'il y a en Calédonie quand même une spécificité qui est, je pense, qui vous pouvez confirmer ou pas, qui est que on a des tailles d'entreprise qui sont relativement restreintes, avec des besoins de haute polyvalence de cas, et que donc on a tendance à dire beaucoup
d'employeurs construisent un poste autour des compétences qu'ils trouvent, et Exactement. pas l'inverse. Exactement. D'où l'importance de ce. Pour le coup, c'est une chance aujourd'hui en Calédonie, parce que c'est l'avenir de demain. Longtemps, le processus de recrutement, ça a été d'avoir des candidats qui répondaient à une liste de compétences. Aujourd'hui, l'avenir du recrutement, c'est faire correspondre un poste au potentiel d'un candidat. Pour moi, personnellement, c'est l'avenir. Une candidature qui fait bouger tout à fait, ça va être une candidature qui est je viens de regarder votre site internet, dis donc, moi, avec mon profil, je peux vous apporter ça, j'ai des super idées pour vous développer. Vous êtes sûr que votre nom, je vais le retenir. Voilà, même si c'est pas pour tout de suite, il y aura un jour où je vais me dire, tiens, en fait, il y avait cette personne qui m'avait sorti ces super idées et je vais être précurseur et je vais l'appeler. C'est vrai qu'on peut créer un besoin. Vous pouvez créer un besoin au sein de l'entreprise. Et voilà, ça se met à combien le pourcentage de personnes recrutées sur candidature d'emploi? En pourcentage, ce serait compliqué. Je ne peux pas parler comme ça en pourcentage. C'est parce que pour le cas d'un cabinet de recrutement, c'est presque plus facile que pour un service RH, puisqu'on a un carnet d'adresses derrière qui fait qu'en fonction de ce qu'on a identifié chez le candidat, on pourra le proposer à plus d'entreprises. J'avais dit 70%, ça me paraissait. Non, c'est énorme. Mais vraiment, par contre, pour rebondir sur ce que disait Mar, l'avantage, c'est que par contre, ce sera très impactant. Et si on n'a pas une réaction dans l'instant, c'est une candidature à un nom dont on se souviendra. C'est-à-dire que dès qu'on a une annonce, hop, on se dira, ah oui, il m'a parlé, je vais retourner voir son profil. Et dans ce cas-là, c'est plus lui qui a besoin de candidater, mais c'est nous qui allons le chercher. Et ça change complètement la donne. C'est ce qu'on fait, nous, par exemple, chez Prony, on a toutes les candidatures spontanées, on en reçoit beaucoup. Alors, c'est pas votre cas, vous utilisez l'ordinateur, tout est envoyé. On reçoit énormément de candidatures papier. Je reviens du salon de l'emploi, je pense qu'on a à peu près 400 CV reçus en main propre pour différents postes qu'il va falloir traiter. Et ce qu'on dit aux gens, c'est qu'on a une base de données. Donc, notre base de données, c'est vrai qu'elle commence à devenir assez importante. Mais c'est un de nos premiers réflexes en recrutement, c'est que quand un opérationnel nous dit, bah voilà, on a une personne qui s'en va, qui bouge, on recherche, la première chose qu'on va faire, on va dans notre base de données, on filtre, on s'est mis des cases-clés, et on filtre et on regarde si on a des participants locaux. Parce que c'est chez nous, notre premier besoin, c'est de trouver quelqu'un localement. Si on peut embaucher une femme, c'est aussi dans nos critères aujourd'hui de sélection première. Et on en a. Ce matin, je le disais, on a quand même dans nos 5 opérateurs de conduite de camion de 150 tonnes, qui est le plus gros camion sur les lignes, il y a 2 femmes. Donc, c'est pas parce que c'est des petits bouts de bonnes femmes qui sont pas capables de conduire un gros camion. Donc, ça va être. Et c'est vrai que les bases de données, c'est vraiment important. Donc, c'est ce qu'on a toujours dit, donnez votre CV. Continuez à regarder aussi les sites, parce que c'est vrai que nous, on publie sur notre site et puis on va publier à d'autres endroits. Donc, il faut aussi penser à regarder le site pour répondre à une annonce et de le mentionner, de dire vous avez déjà eu mon CV parce que je vous l'ai déjà donné à une certaine période au cas où on ne vous recontacte pas automatiquement. Mais notre objectif, c'est de faire ça. Alors après, c'est vrai que c'est une base de données. Pour nous, là, on n'a pas d'ATS, donc c'est un fichier Excel. Donc c'est vrai que selon les fils qu'on a mis, on peut peut-être vous louper. Donc c'est pour ça qu'il faut aussi être de votre côté vigilant et de retourner souvent voir les appels à candidature des entreprises pour se manifester. Ce qui va nécessiter sur une candidature spontanée, c'est justement d'avoir un CV ou une candidature détaillée. Si vous nous envoyez un CV en disant j'ai travaillé 4 ans chez le 3, voilà, ça ne va pas nous permettre à nous d'analyser, de rentrer dans notre base de données, que cette personne-là, elle sait faire de l'approvisionnement, que cette personne-là, elle connaît les incoterms, que cette personne, elle a la conduite d'engin poids lourd. Il est très important, lorsque vous faites un CV, de pouvoir détailler un maximum. Je ne vais pas parler pour les autres, mais il est très rare que je lise une lettre de motivation, surtout si la lettre de motivation, elle n'est pas personnalisée, qu'elle a été envoyée à 40 personnes. Je vais me contenter du CV. Sur le CV, je vais accrocher des termes qui correspondent à mon besoin, à mon entreprise. Pour le coup, si vous n'avez pas détaillé ces termes, vous pourriez passer à côté d'une annonce qui pourrait vous correspondre. Donc vraiment, le conseil, c'est le CV le plus détaillé possible, surtout sur une candidature spontanée, parce qu'au final, ce CV va rentrer dans une base de données en fonction des compétences que vous aurez données.
Du coup, il y a des CV qui détaillent les compétences. Oui, on a beaucoup de CV sur lesquels il y a un onglet spécial compétences. Et après, ce qui est intéressant, c'est que ces compétences-là, on puisse aussi les retrouver dans des expériences. Ça nous permet d'allier à la fois la compétence et l'expérience. Sur des postes où malheureusement on n'a pas le temps de former la personne, on peut avoir, voilà, si je rappelle celui-là, je m'en souviens, il est opérationnel tout de suite. Et est-ce que vous conseillez aux candidats qui ont des compétences assez diverses de faire un CV spécialement pour une offre, peut-être de refaire le CV que pour cette offre avec les compétences? Oui, tout à fait. Si vous avez un CV avec plein de compétences, on a l'impression que vous êtes un peu fouillé, vous cherchez. Tandis que sur ce CV-là, si vous mettez en évidence les compétences qui correspondent à ce qu'on a demandé dans le poste, c'est jackpot. C'est un peu la même chose sur l'éventuel cover letter, enfin, la lettre de motivation, c'est pareil. Hein. Il y a la lettre de motivation lambda qu'on a copié-collé sur Internet et qu'on envoie partout, qui finalement peut être quasiment contre-productive. Parce que là, on se dit, bon, le modèle, on le connaît, on l'a lu 150 fois. Et puis bon, on voit que la personne n'a pas fait la démarche. C'est contre-productif parce qu'on voit qu'elle n'a pas du tout fait de démarche. Ou alors, il y a la lettre de mission, comme disait Marc tout à l'heure. Si on s'intéresse à l'entreprise et qu'on y va, parce que certes, soit il y a un job qui nous plaît, ou soit c'est une candidature spontanée. Si on s'intéresse à l'entreprise, on s'intéresse à sa mission et à sa vision. Ça peut être beaucoup plus pertinent parce que ça peut nous permettre à nous d'intégrer une entreprise sur laquelle on fait un fil, en termes de valeur, de mission. Et en plus, ça donne l'impression à l'employeur qu'on n'est pas simplement là pour prendre un job, mais qu'on est là pour accompagner une mission, une vision, pour apporter de la valeur à une entreprise avec un grand job. Avec le chat GPT, ça devrait aller. Vous pouvez répéter les questions pour les gens qui sont on va bien. Ok, très bien. Et du coup, vous avez des tableaux où vous avez une liste de compétences associées à des personnes. Donc, c'est possible que si vous dans un CV, dans Excel, avec une liste de compétences. Je donne un exemple ce matin où la personne me demandait si effectivement on avait un tableur ou quelque chose, un outil qui nous permettait de retrouver des noms en fonction des compétences. Je pense qu'on a tous des outils différents. Nous, on utilise un outil qui est normalement pas censé être ça, qui s'appelle Basecamp. Sur Basecamp, je vais avoir votre CV en pièce jointe. Sur mon commentaire, je vais écrire cette personne-là, elle sait faire approvisionnement, elle sait faire un coterme. Je vais mettre en évidence les termes, ce qui fait que ça va me créer une base de données. Je vais aller dans mon outil de recherche sur Basecamp. Je vais écrire que je cherche quelqu'un gestion douanière et il va me sortir tous les CV sur lesquels j'aurais mis le commentaire gestion douanière. Ce matin, on a participé nous aussi au forum de l'emploi. J'ai eu des personnes qui étaient là et qui m'ont dit ouais, je vous ai déjà envoyé votre CV. J'étais très contente de pouvoir leur dire oui, je sais, t'as vu, tu es là. Et c'était quelque chose à la fois positif pour le candidat qui s'est senti effectivement important parce que oui, j'avais répondu à son CV et oui, il faisait partie de ma base de données. Et ça me permettait à moi de lui montrer que tu vois, si tu n'es pas sorti sur la candidature pour mon poste d'administration des ventes, c'est parce que sur ton CV, tu ne l'as pas mis, tu fais administration des ventes. Donc, c'est vraiment important de pouvoir mettre en évidence les compétences que vous avez, même si pour vous, elles ne vous semblent pas forcément intéressantes. Vous voyez, peut-être demain, sur le toit de CIPAC, on va se mettre à faire des ruches. Si vous êtes agriculteur, ça peut être super pour notre société, voilà, dans la politique RSE. Donc, pensez vraiment à mettre en évidence vos qualités qui vont se démarquer d'autres personnes. Et du coup, si on vous demande les données que vous avez sur nous, vous pouvez les donner? Oui, tout à fait. On respecte la RGPD, il n'y a pas de souci. Bien sorti, c'était bien. Ça peut être sympa de savoir ce que vous votez. D'ailleurs, ça me fait rebondir sur le fait que pas parce que vous avez postulé une fois que vous n'avez pas eu de réponse, que vous n'avez pas été pris, que c'est définitif dans l'entreprise, hein, puisque déjà, en fait, on a le RGPD, donc en fait, on respecte et on détruit les CV au fur et à mesure, en fait, du temps. Et donc, vous pouvez repostuler 3 mois après, en fait, parfois sur la même offre, parce que, en fait, vous avez postulé à un moment donné où, en fait, la première fois où, en fait, on était en fin de processus de recrutement et donc on n'a pas donné suite et on avait trouvé quelqu'un. 3 mois après, la même offre pareil, et votre candidature, vous la remettez. En plus, on le voit, en fait, hein, moi je le vois, en fait, hein, tiens, c'est marrant, en fait, il a déjà postulé il y a 3 ou elle a déjà postulé il y a 3 mois, quelqu'un qui est vraiment intéressé par ce type de poste. Donc, n'hésitez pas je pense qu'il faut persévérer parfois. Mon premier emploi, en fait, j'ai 3 candidatures que je l'ai eues dans la boîte dans laquelle j'ai travaillé. Oui, donc chez Office Plus, donc nous, si vous voulez postuler chez Office Plus, vous allez sur le site internet du groupe.
Donc, sur le site internet, il y a tous nos départements qui sont détaillés avec les différents services qu'on propose. On passe aussi, bien évidemment, par l'ADEL légalement pour tout ce qui est numéro d'offre d'emploi et tout ce qui est support de communication tel que Job NC, l'emploi NC, aussi sur le site du MEDEF, gouv.nc. Le MEDEF aussi nous aide beaucoup à trouver de bons profils et de bons talents, et aussi parfois via des cabinets de recrutement. Voilà. Je crois qu'on a des questions en ligne. Oui. Alors, Tiffaine nous pose la question, est-ce plus difficile de trouver du travail en Calédonie en venant de métropole? Ben, ça dépend. Si c'est quelqu'un de local mais qui revient, ou si c'est une Française qui cherche du travail. J'ai pas cette info, son mari est ici en fait, son enfant est ici. Et donc, du coup, la question c'est est-ce que effectivement, trouver du travail à distance comme ça se passe comment vous percevez un CV qui viendrait En réalité, ça va dépendre du besoin. Si on est sur un besoin urgent, on ne peut pas attendre que la personne de métropole s'organise pour venir. Donc, on est vraiment de métropole. Je dirais que les candidatures spontanées fonctionnent beaucoup mieux parce que la personne ne va pas répondre à une offre qui est à pourvoir bien souvent immédiatement et elle a le temps de construire son arrivée avec l'entreprise. Ça dépend aussi, je pense, du degré de diplôme, du niveau. Voilà, et il y a des postes pénuriques sur lesquels on est prêt à attendre 6 mois quelqu'un qui a une compétence, par exemple, le téléphonie et réseau. Là où, si je donne une assistante administrative, voilà, une candidature qui n'est pas déjà sur place a très peu de chances d'aboutir. D'accord. Et puis, on a la protection de l'emploi local. Hein. Oui. Voilà, qui fait qu'il y a certains métiers, on sait très bien que c'est même pas la peine d'essayer. Donc, on va leur dire non, on peut pas. Parce qu'il y a des écoles ici, il y a des personnes qualifiées ici. Donc, on ne pourra pas embaucher quelqu'un qui arrive de l'extérieur du pays. Est-ce qu'il est possible de trouver une liste ou une idée quelque part de ces emplois qui sont soit en tension, soit pas en tension? Déjà, il y a un référentiel, un tableau métier qui est recensé sur le site de la DTE, Direction du Travail et de l'Emploi de la Nouvelle-Calédonie, qui permet effectivement par métier, en fait, il y a un recensement des niveaux de résidence en Nouvelle-Calédonie. Évidemment, parce qu'il y a des métiers qui sont facilement accessibles parce qu'on a des personnes, on a du vie en Nouvelle-Calédonie et d'autres, notamment sur la santé, etc. On voit qu'il y a des besoins, on ne trouve pas forcément les qualifications et les candidats ici. Et donc, les durées de résidence, elles sont réduites. Et donc, ces métiers-là sont accessibles sur le site de la DTE. Du coup, ça rappelle un peu la deuxième question. Toujours, quelles compétences et qualifications sont recherchées par les employeurs de Nouvelle-Calédonie? Est-ce que c'est ça? Des métiers en question ici? Est-ce que vous avez une idée de... Alors, nous, on a la typologie de nos offres qui sont déposées en province sud. C'est des offres plutôt à bac+2 en moyenne, comme ça. On a effectivement, on a des métiers, enfin des recrutements où on sait que nos offres, on a un peu plus de mal à pourvoir avec les entreprises où le temps de diffusion est beaucoup plus important, notamment pour des métiers d'ingénieurs dans le secteur de l'informatique, des télécoms, ou des métiers très techniques et très spécialisés en fait. Donc les bac+4, bac+5, ingénieurs, etc. Sur certaines filières, oui. On a beaucoup de mal à répondre aux besoins des entreprises et du coup, nos offres, elles restent un moment en diffusion et on est obligé, effectivement, les employeurs sont obligés de se rapprocher de réseaux professionnels, de talents calédoniens, ils vont chercher les candidats à l'extérieur, en fait. J'ai d'autres questions. En venant de métropole, comment estimer le salaire à demander? Ça dépend du poste, ça dépend de nombre d'années d'expérience, ça dépend de... Est-ce qu'on peut estimer le salaire que la France ou tellement aléatoire? Vous avez des postes en Calédonie qui sont moins payés que l'équivalent en métropole. Vous avez des postes en métropole qui vont être jugés sur une rémunération basse parce qu'il y a énormément de personnes formées sur ce domaine-là en métropole, alors que chez nous, en Calédonie, c'est une pénurie, donc le poste est à un niveau plus élevé. La bourse, c'est complètement. C'est très, très aléatoire et parfois, à 5 ans d'intervalle, vous allez vous gagner un poste
allez à 200 000 francs, on va être sur une période pénurique sur ce profil-là, vous allez le recruter à 300. Ah oui, Il y a tellement de facteurs différents qui entrent en compte qu'on ne peut pas répondre totalement à cette question-là. Je pense que la question est du fait que, comme la vie est plus chère ici par rapport à la France, donc du coup, est-ce que finalement, ça s'applique aussi aux salaires? Alors, la vie est plus chère peut-être, mais les salaires sont moins taxés. Il faut savoir, hein, on n'est qu'à 13 à 14% de charge salariale. L'impôt sur le revenu est moins important, mais pas la redevance télé. Voilà, il y a quand même pas mal de facteurs Oui, qu'il faut comprendre. ça, c'est une image qui est. Oui, qui est- ouais. mais alors, pour le coup, je le dis avec d'autant plus de force que je me suis installé sur le territoire depuis seulement 2 ans. En fonction de la région d'où vous venez de métropole, la vie peut s'avérer être moins onéreuse ici qu'en métropole. Hein. Alors, c'est sûr que si vous venez du fin fond de la Lozère, il y a des chances qu'en termes de loyer, ça va vous faire un bond. Après, il y a beaucoup de régions en métropole qui sont sur des niveaux notamment de loyer, et aujourd'hui même en termes d'alimentation. Oui, certes, l'alimentation sera quand même plus élevée ici, hein, mais au niveau général, il n'y a pas de différence exorbitante, hein, non, moins s'en faut. Taxe d'habitation. Ouais. Et du coup, continue sur cette question. Est-ce que dans vos annonces d'emploi, vous demandez les prétentions salariales systématiquement? Donc, Il y a des annonces qui demandent. Hein. Puis certaines, oui. au moment de l'entretien, à la fin d'un entretien, si on sent que, enfin, moi, c'est comme ça que je fais, on fait toujours des entretiens avec l'opérationnel. Et quand je fais quitter l'opérationnel, le recrutement, et là, je parle question RH avec la personne. Et là, je peux lui demander, oui, c'est quoi ses prétentions. Mais on ne le demandera jamais avant. Enfin, nous, de notre côté, on ne le demande pas avant, à ce moment-là. Et on va le demander si vraiment on pense qu'il y a un intérêt d'aller un peu plus loin avec cette personne-là. Si on sait d'emblée que bon, ça ne le fera pas, on n'ira même pas jusque-là. Nous, on va demander, on va le signaler aux agents de recrutement, parce que généralement, en fait, quand on donne une fourchette de salaire, pour l'agent de recrutement, ça permet en fait aussi d'identifier le niveau de compétences et d'expérience qu'on attend. Parce on va appeler l'agent de recrutement, on va dire voilà, je cherche un responsable comptable, par exemple, et en fonction du salaire, il va falloir que c'est un responsable comptable expérimenté ou pas, et sans qu'on ait les descriptifs postes. Par contre, quand on fait l'annonce, on va faire un descriptif de poste assez précis, et normalement, les gens vont savoir se projeter dans le poste, savoir si c'est fait pour eux, donc si on a besoin de quelqu'un d'expérimenté ou pas. Et généralement, les candidatures qui vont nous parvenir vont correspondre au niveau d'expertise ou au niveau de compétences qu'on a besoin. Donc, voilà, c'est un indicateur surtout pour la langue de recrutement, je pense. Après, si la personne souhaite savoir, voilà, si je vais vivre en Calédonie, combien je peux espérer de salaire, et puis construire un peu ce projet de vie autour de ça, il y a l'ISEE qui avait fait des études salariales en fonction du poste, en fonction, voilà, c'est un peu vieux, ça n'a pas été remis à jour, mais ça donne quand même une bonne fourchette, voilà, pour pouvoir se projeter en Calédonie, aller regarder, mon métier, c'est d'être mécanicien automobile, en moyenne, combien est-ce que je peux espérer de salaire. Cette indication-là, on peut le trouver sur le site de l'ISEE. Très peu, c'est vrai, sur nos annonces d'emploi. Nous, on ne met jamais la fourchette salariale. Et ouais, je n'ai pas vu beaucoup d'entreprises qui le font. Par contre, je sais qu'il y a une loi, j'ai un doute, je ne sais plus si c'est en France ou c'est au Canada, qui va obliger à mettre maintenant une fourchette de salaire. Et j'entendais beaucoup parler dans les réseaux sociaux, vous l'avez vu aussi. C'est en France, je ne sais plus, c'est comme je travaille sur les deux en France. Et c'est vrai qu'il y avait eu des questions de dire est-ce que ça va venir jusque-là et ça va nous impliquer. Parce qu'en France, ça va être obligatoire de mettre la fourchette de salaire sur le poste attendu. Ouais. Alors, en Nouvelle-Calédonie, il n'y a pas beaucoup d'études sur la rémunération. Donc, même des fois, nous, en tant qu'employeur, quand on crée un poste, on n'a pas forcément de référence en fait, de salaire sur ce poste-là. Donc, on imagine un budget par au niveau de responsabilité, au niveau de compétences attendues. Et après, le marché, on va l'affiner aussi en fonction des candidatures qu'on va recevoir. Et on va savoir si on est dedans ou si on n'est pas dans la fourchette aussi des candidats. Du coup, on le fait aussi comme ça,
on affine avec la candidature spontanée, l'intérêt de la candidature spontanée aussi. Hein. Mais voilà, on est sur un tout petit territoire avec peu d'indicateurs, peu d'études. Ce qui est intéressant pour ça, du coup, c'est de confronter avec les agences qui ont l'habitude de recruter. Et c'est vrai qu'ils nous aident beaucoup à s'assurer que la fourchette salariale qu'on propose correspond réellement au marché. Et c'est le cas dans le recrutement, mais c'est aussi le cas avec nos salariés en interne, de s'assurer qu'effectivement, on les paye juste sur le tarif et qu'on ne risque pas qu'ils soient expliqués par un copain. C'est vrai qu'on travaille beaucoup avec les agences pour s'assurer de payer les gens juste et ça arrive qu'un candidat demande moins que ce que ça arrive, oui. On a une politique, nous, interne, qui est que quoi qu'il arrive, on le paiera sur le poste à l'équivalence de la personne avec qui il va travailler. C'est pas parce qu'il demande moins qu'il aura moins, il aura ce sur quoi on était prêt à payer pour les compétences monopolisées. Mais oui, ça arrive parfois que les gens se sous-estiment, mais surtout quand ils arrivent de métropole et qu'ils ne savent pas exactement que ce poste-là est pénurique en Calédonie. Il y avait encore une question en ligne. Peut-on contacter les recruteurs ou les RH dans un premier temps par LinkedIn? Oui, c'est perçu par vous. C'est bien perçu. Ouais. En cabinet, personnellement, c'est très très bien perçu, au contraire. Ah oui, oui. Avec un petit mot. Oui, c'est comme. quand on peut. Si on n'est pas. Si on n'est pas. Faut un abonnement. Oui, il faut l'abonnement. Réussir à mettre un petit mot. Ça dépend si le recruteur est. Mettre une note en fait. Ah oui, tu peux mettre une note quand tu invites la personne, là tu peux mettre un petit mot. Exact. Et donc c'est RH aussi? Oui. Enfin, RH. Nous, c'est souvent qu'on reçoit des gens qui nous envoient un message sur LinkedIn en disant voilà, soit c'est ici, soit je vais arriver sur le territoire. J'ai vu votre entreprise, voilà, est-ce que mon CV pourrait vous intéresser? Et oui, bien sûr, on répond et on lui dit oui, voilà mon adresse, envoyez-moi votre CV. C'est intéressant pour les jeunes qui sont en métropole de commencer à prendre des contacts, c'est la LinkedIn dans un premier temps avec vous et de commencer à créer le lien, tout ça. Nous, en cabinet, on reçoit beaucoup de candidatures spontanées de gens qui ont le projet de venir s'installer, mais qui n'ont encore aucun contact avec aucun employeur, mais qui se lancent dans un projet de s'installer. Des fois en Calédonie, mais pas que. Et du coup, qui jettent des bouteilles à la mer comme ça. D'accord. On trouve des profils très intéressants comme ça. D'accord. Donc, moi, j'encourage. On a aussi des personnes qui ne préfèrent pas postuler directement ou envoyer sur le site internet ou l'adresse mail générique et qui préfèrent nous contacter justement directement via LinkedIn. Ils voient que la personne est chargée RH du groupe Office Plus, par exemple. Pareil pour les expatriés, des personnes qui souhaitent s'installer, qui nous écrivent directement que de passer directement sur le site ou bien sur via la. Il y a même des personnes, par exemple, le technicien de maintenance qui travaille dans une marque particulière en métropole va essayer de trouver s'il n'y a pas son homologue en Nouvelle-Calédonie. Il va aller lui parler pour dire comment ça se passe le travail chez toi, dans ta boîte. Est-ce qu'il y a des opportunités? Et je sais pas qu'on a mis en place une prime de cooptation. Donc ça arrive très très régulièrement. On a des collaborateurs qui disaient j'ai échangé avec ce type-là sur Internet, il est chouette, il a les mêmes compétences que moi, il est bien, je te le coopte. Et donc, si cette personne-là est recrutée et réussit sa période d'essai, notre salarié en interne sera son tuteur et sera valorisé par une prime. C'est réellement quelque chose à généraliser, en prendre contact avec, peu importe les strates de la société, pas forcément que les RH, mais prendre contact avec une société ou un profil ou un type de personne qui est sur le territoire et qui a, oui, c'est très réfléchi, et qui a effectivement les mêmes compétences. Oui, ça nous permet. Ça nous permet à nous, en RH, d'avoir déjà fait faire le travail à quelqu'un d'autre de est-ce que non, la personne a les compétences, donc on gagne du temps. Et puis d'être sûr que même en termes de personnalité, ça matchera parce que souvent, vous recrutez la personne avec qui vous allez travailler. C'est tout bénéfique pour un employeur. Vraiment, il faut toujours garder à l'esprit qu'un réseau comme LinkedIn, c'est un réseau professionnel. Donc, ce sont des gens qui, naturellement, sont ouverts à recevoir l'information et le contact comme ça d'autres professionnels, autrement là-dessus. Et puis, juste pour terminer, nous, en tant que cabinet, on se permet d'aller comme ça mettre des messages à des candidats quand on identifie des potentiels en fonction de nos recherches. N'hésitez pas à le faire dans votre sens, bien au contraire. Permettez-vous aussi, vous, de contacter les potentiels employeurs de la même façon que se permettre.
J'avais encore deux questions. Du coup, il y a le deuxième sujet, mais voilà, on est intéressé par le timing. Et là, du coup, c'était le sujet des questions de nos talents. Comment évaluer des compétences en recrutement que nous n'avons pas pendant le recrutement? Comment évaluer des compétences en recrutement que nous n'avons pas? Comment vous procédez au niveau de recrutement? Alors, on se met dans la position de l'employeur dans ce cas-là. On est bien d'accord. Hein, d'accord, ouais. Parce que si un candidat n'a pas de compétences, c'est pas difficile de. On est tous à peu près d'accord là-dessus. On l'a déjà évoqué, nous ensemble. Vous avez beaucoup de services RH. Moi, personnellement, je travaille au cabinet. On recrute sur une diversité de métiers qui est assez impressionnante, qui peut être assez impressionnante. Quand on a des entreprises comme Premier Resources, Dominique ne peut pas maîtriser les compétences de l'ensemble des métiers qu'elle propose. Donc pour ça, nous, on a plusieurs façons de faire différentes. Mais la première, et Dominique l'a évoqué tout à l'heure, c'est de se faire accompagner par un opérateur, par un expert, tout simplement. Les autres, c'est de faire. Il y a plusieurs autres. Nous, on pratique par exemple l'assessment ou les mises en situation. Là, comme ça, à la volée, je crois que si on a d'autres comme des tests, concrètement. Pour certains profils, moi je vais décrire le poste et après je vais leur demander en fait, ce que vous avez compris, comment vous feriez en fait, comment vous prendriez votre poste et comment vous allez, quelles sont les missions que vous allez faire, quelles sont les actions que vous allez faire quand vous allez prendre votre poste, et ça permet aussi de voir si le candidat est capable en fait, de se projeter dans l'entreprise et sa façon de raisonner aussi. Ça permet de bien d'avoir des compétences qu'il n'a pas forcément trouvé dans sa carrière professionnelle. Et l'un des meilleurs moyens, pour le coup, c'est même si vous ne la maîtrisez pas, la compétence, c'est de faire parler le candidat. De lui faire décrire à lui la compétence, un exemple de réalisation mettant en lien cette compétence-là. Dans sa façon de vous décrire comment il aura réalisé, comment il a ramené le projet, vous verrez relativement facilement si c'est quelque chose qui maîtrise vraiment ou pas. Plus la personne est floue dans ses réponses et plus en fait ça va mettre le doute, ça va nous mettre le doute et plus en fait on va dire bon c'est qu'il ne doit pas maîtriser le sujet parce que c'est pas clair. Et par contre plus il est précis et plus on va se dire en fait, effectivement même si nous on comprend pas forcément tout, il y a des moments on ne capte pas forcément parce que le candidat on arrive à le comprendre, c'est qu'il est précis. Ouais. En fait, voilà, ça on arrive à le voir. Puis vous voyez le non-verbal aussi, hein, quand vous regardez un opérationnel discuter avec le candidat, même si moi je comprends rien, mais strictement rien, rien de voir comment ils percutent ensemble, c'est bon, ils sont sur la même longueur d'onde, ils utilisent le même vocabulaire, le candidat a des questions du coup, parce que ça y est, il commence à s'animer, il se passionne sur le sujet, bon vous dites c'est bon, c'est de quoi il parle. Voilà, c'est vraiment pour la création de postes et sur des compétences peut-être dans la tech ou dans des. Quand le candidat parle de sa compétence, c'est du chinois. C'est difficile à. Ouais. Mais dans ce cas-là, si tu ne peux pas te faire accompagner, vraiment, encore une fois, c'est faire faire un exercice en direct, une mise en situation, un exemple type. Donc, même si tu ne maîtrises pas tout, tu auras le résultat final attendu. Et là, ce sera facilement évaluable. J'ai une dernière question, mais je ne sais pas, je vais peut-être à Stéphanie ou peut-être qu'on peut vers l'Adèle. Est-ce que le domaine du sport santé est recherché en employé de vie? Alors, on n'a pas énormément d'offres nous dans ce secteur-là, en fait. Après, sur le sport santé, je pense que c'est plus, enfin nous, en tout cas au niveau provincial, il y a un état d'esprit, une philosophie aussi de développer ça plutôt au niveau des institutions. Je connais moins l'offre au niveau associatif, mais en tout cas, sur les offres, on en a peu. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'opportunité, encore une fois. C'est aussi de créer le besoin, de se renseigner auprès des associations sportives, des institutions, des clubs sportifs pour justement créer le besoin et apporter son profil pour faire des propositions qui peuvent intéresser l'entreprise.
Pour le coup, la réalité, c'est que c'est un C'est ça. territoire où le sport est très présent. Par contre. Voilà, c'est Donc, ça. Il y a une effectivement, rencontre sportive. voilà. Voilà. Après le besoin, effectivement, Oui, il peut y avoir un marché qui répond. Après, sur le marché visible, en tout cas, les offres actuellement, C'est sport santé. oui. Santé. Santé, c'est sûr qu'il y a Santé, il y a des beaucoup offres. Médecins, infirmiers, voilà. Mais c'est que là, sport, santé, Oui, c'est sport santé. oui, c'est plus le manger-bouger, ou Comme Santéo, là, qui fait. c'est ça, de la prévention. Et e-santé, c'est C'est vraiment après, tout ce qui est sport, je pense qu'il y a beaucoup aussi de gens qui sont à leur compte, de coachs, en fait, de gens indépendants. Oui. Donc, c'est pas forcément des grandes structures avec des salariés. Je pense que- Et c'est un autre mode de travail. la patentée permet effectivement aussi de créer un job si le territoire ne répond pas ou il n'y a pas d'offre. De créer simplement une activité en fait. Et là, pour le coup, pas mal de jeunes pour le coup, créent leur entreprise. il faut être sur place. Oui, il faut être sur place. Ouais. Ok, c'est bon pour moi. C'est bon. C'est bon? On est bon. Très bien. Donc en Calédonie, je parle avec ma casquette talent calédonien, il y a des opportunités. Voilà. C'est un cadre de vie qui est très agréable. On a beaucoup d'atouts en Nouvelle-Calédonie. Donc, bien entendu, à tous ceux notamment qui nous suivent en ligne, n'hésitez pas, vous avez maintenant plein d'informations. Et au cas où vous n'auriez pas, remémoré tous les sites qui ont été cités, n'hésitez pas à solliciter Talent Calédonien, qui saura vous rediriger, bien entendu, vers les personnes adéquates. Merci pour cette parenthèse. Donc, pour continuer, donc maintenant vous avez décidé de venir en Calédonie, vous êtes chaud patate, comme on dit, et là vous êtes en relation avec un recruteur qui se sent un cabinet, que ce soit une entreprise directement. Comment le convaincre, ce recruteur? C'est la deuxième question que nous allons aborder. Et je laisse la parole à celui qui voudra bien, ou à celle. Je vais bien démarrer. Je vais bien commencer. Donc, juste avant de dire comment convaincre, rappeler que le recruteur, c'est une autre personne. Et donc, c'est un humain. Et on a affaire ici à quelque chose qui n'est pas vraiment de science dure, donc c'est pas les mathématiques quand on recrute quelqu'un. Donc, il faut aussi accepter que le recruteur, lui, a ses propres biais. Et donc, il est faillible, voilà, dans l'entretien. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est important parce que, en fait, à partir du moment où vous allez mettre le doute dans son esprit, il va avoir du mal à enlever ce doute, même si c'est quelque chose d'irrationnel. Donc l'idée, c'est qu'il faut le rassurer, en fait, le recruteur, parce qu'en fait, soit que c'est pour un client, voilà, et puis il va dire à son client, voilà, je te confie ce candidat, en fait, tu peux me faire confiance. Ok, donc en fait, il n'a pas intérêt à se tromper, l'agent de recrutement n'a pas intérêt à se tromper. Le choix, c'est pour soi-même. En fait, et donc là, on va débourser de l'argent pour payer la personne. Et donc, en fait, voilà, en tant que futur employeur, on a peur de donner de l'argent à quelqu'un qui ne vaut pas en fait qui ne correspond pas à ce qu'on a besoin. Donc, je pense que déjà, la première chose pour convaincre un employeur, c'est éviter de lui mettre des doutes dans la tête, soit en arrivant en retard, soit en ne le prévenant pas, en fait, s'il y a un problème, soit en étant flou ou en essayant de cacher des choses, parce que là, à ce moment-là, en fait, tout de suite, que vous soyez le meilleur du monde, en fait, on va dire, oh là, il y a un truc qui ne va pas. Dans le parcours professionnel, dans les emplois qui n'ont pas été, il faut faire attention à la manière dont vous allez parler. Et puis, il y a des manières de rassurer un recruteur quand vous êtes face à face, c'est pas arriver les mains dans les poches, je pense que c'est des choses importantes, avoir une attitude vous faites bien assis sur la chaise, prendre des notes, c'est bien, ça rassure. Moi, ça me rassure quand je vois quelqu'un qui arrive sans prendre des notes, je me dis, mais bon, il va se souvenir de ce que je vais lui dire, en fait. Donc, ça me rassure pas quand il parle. Mon Dieu, dans 2 semaines, je le revois, en fait. Voilà. Je voulais commencer peut-être le débat là-dessus et après laisser mes frères enchaîner. Je pense que ce qu'on peut peut-être rajouter, c'est se préparer, se préparer l'entretien. Donc, un des classiques qu'on m'a demandé, c'est qu'à un moment, on va quand même questionner un petit peu sur notre entreprise
Et je suis quand même des fois sidérée de voir le nombre de personnes qui sont même pas allées sur le site de l'entreprise avant de venir en entretien. Et ça me paraît quand même être le plus classique du classique. Après qu'on n'ait pas tout compris et que c'est normal, je veux dire, on est des entreprises complexes, mais au moins on est allé, on est capable de sortir 1 ou 2 points qui a marqué, même ne serait-ce que c'est sur une vidéo ou quelque chose, quoi, ou la taille de votre prônis, bon, les gens, il y a des gens qui disent, ouais, la taille de votre entreprise, ou à quoi ressemble l'usine. Bon, bah voilà, au moins ils ont fait la démarche. Après, on ne vous demande pas d'être parfait et puis de tout maîtriser, et je trouve que la franchise, c'est la meilleure des choses avec un recruteur parce que si vous commencez à essayer, comme vous dites, de masquer quelque chose, si vous ne savez pas répondre à une question, vous ne savez pas répondre à une question. Même nous, des fois, on va nous poser des questions, on va dire, bah là, je ne sais pas, je n'ai pas l'info, mais je vais aller la chercher, puis je vous la redonnerai. Donc, soyez honnête, parce que c'est ça qu'on recherche chez un employé, hein, c'est de se dire, est-ce que je vais pouvoir lui faire confiance après si je lui donne ce travail? Et que si un jour il ne sait pas faire, il va pas se planquer dans un coin, mais il va aller voir quelqu'un d'autre et il va lui dire, je ne sais pas comment m'y prendre là, et j'ai peur de faire une bêtise. Je pense que c'est comme ça aussi que vous allez convaincre les personnes autour de la table que bah, vous êtes une personne sur qui on peut faire ça. Effectivement, pardon. Pour les entretiens de recrutement, est-ce que vous avez toujours, par exemple, des listes de questions, les classiques, donne-moi 3 qualités, 3 défauts, ce genre de choses, ou privilégier un échange et plus voilà, pour humaine et sociale, il y a un vrai dialogue qui s'installe plutôt que juste des questions-réponses. Ouais. On a quand même quelques questions clés sur les compétences qu'on veut vraiment border, s'assurer qu'elles sont maîtrisées. Mais après, ça va aussi. Après, on a aussi, quand on commence à faire un peu plus de recrutement, on a aussi nos questions qui sont déjà préétablies dans notre tête. Et en fonction de ce que va dire la personne, tac, on rebondit. Et on essaie, en fait, comme le disait tout à l'heure Laurent, on essaie de vous faire parler un maximum. Donc, on va rebondir sur un élément que vous allez donner. Ah, ça m'intéresse, vous pourriez m'en dire plus. Et puis voilà. Et puis, c'est comme ça qu'on arrive aussi à vérifier si ce que vous nous avez dit, c'est pas du pipeau, quoi. Bah, vous êtes capable d'aller creuser un peu plus loin. Et c'est vrai que sur l'idée de convaincre, parce que Dominique parle de la compétence, c'est vrai qu'on va aller chercher en entretien, les employeurs vont faire sur d'illustrer, en fait, de ne pas être général, mais d'expliquer par des illustrations, des exemples, peut-être même aussi donner des résultats d'actions qu'on a réalisées, parce que ça va donner du corps, en fait, à l'échange que vous allez avoir avec le chef d'entreprise. Parce que vous allez lui dire, je sais pas, une assistante administrative, au lieu de dire qu'elle gère l'agenda du chef d'entreprise, elle va expliquer qu'elle va organiser des réunions pour 50 commerciaux, le fait de l'expliquer, d'illustrer avec des faits et des exemples concrets, ça parle tout de suite à un employeur en matière de compétences. Et ça convainc en entretien, avec effectivement, je rejoins les collègues pour dire que l'honnêteté, la franchise, c'est vraiment l'essentiel. Moi, pour faire aussi des recrutements, je préfère avoir un candidat qui ne sait pas et qui va être sincère et on va le sentir tout de suite, plutôt que quelqu'un qui va vouloir me sortir le grand jeu et me raconter tout ce qui est formidable, tout ce qu'il a fait de super et tout dans sa vie professionnelle, sans se remettre en question ou sans être à l'écoute aussi. Je crois que c'est important aussi, en tant que candidat, d'être à l'écoute, de montrer qu'on est curieux avec le chef d'entreprise et d'écouter aussi comment ça fonctionne dans son entreprise, de bien écouter aussi les questions parce que ça apporte aussi un regard sur ce que le chef d'entreprise il attend aussi sur son poste de travail. Est-ce que les tests de personnalité, ça vous intéresse? On n'en fait pas à tous les niveaux. Hein. Non, mais si par exemple, on met compte d'un test MBTI, est-ce que ça a l'intérêt de dire Alors celui-ci, absolument pas. Non. Le MBTI est un outil absolument exceptionnel, mais pas en recrutement. D'ailleurs, c'est pas du tout un outil prédictif. D'ailleurs, toute personne formée au MBTI, normalement, signe une charte. On peut s'engager à ne pas l'utiliser en recrutement. Ça n'a pas été créé du tout pour ça, pour information. C'est un outil exceptionnel de connaissance de soi. Parce que c'est un outil d'auto-positionnement.
c'est pas un outil du tout qui a vocation à être prédictif, qui va pas du tout prédire le comportement de quelqu'un. C'est important quand même. J'avais des collègues extravertis qui prenaient énormément de place et tu sais que si tu as une équipe avec beaucoup de extravertis, ça va peut-être pas forcément. Oui, tout à fait. Non, mais là, on repart sur le questionnaire de personnalité. On peut effectivement évaluer ce genre de choses et avoir des outils qui seront beaucoup plus prédictifs. Je ne remets pas en cause le questionnaire de personnalité, bien au contraire. Je l'utilise beaucoup, donc, mais juste celui-ci est plus particulier. Si, alors, du coup, est-ce que vous utilisez des tests et quels tests vous utilisez pour entreprise? Alors, nous personnellement, juste effectivement pour partir là-dessus, c'est vrai qu'on a beaucoup parlé de compétences depuis le début. Il faut savoir qu'une compétence en 2023, la durée de vie moyenne d'une compétence en 2023, elle est de 1 à 2 ans. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, sur un recrutement, HBR avait fait une étude il y a 2 ans, en moyenne sur le recrutement, alors on parle d'études en métropole, hein, après 6 mois, 17% des collaborateurs qui avaient été employés étaient partis. Après 1 an, c'est 36%, et après 18 mois, c'est 46%. D'accord ? Sur ce taux de départ, en règle générale, en moyenne, seulement 1 sur 10 était lié à un non-alignement entre les compétences du candidat et celles qui étaient attendues par l'entreprise. Dans 9 cas sur 10, c'était lié à un comportement. Alors, ce n'est pas forcément un mauvais comportement, c'est juste comportement naturel du candidat qui n'était pas en lien avec ce qui était attendu en entreprise. Donc là, pour le coup, par rapport à ça, on utilise, nous, effectivement, beaucoup les tests, des tests qui vont évaluer la capacité de raisonnement du candidat, la personnalité des candidats, et le plus important de tous pour moi, les motivations du candidat, les motivations intrinsèques du candidat. Donc oui, on utilise, alors nous, personnellement, on utilise un outil qui s'appelle Assess First, qui, pour le coup, est un vrai outil prédictif. Qui a encore plus de force et de puissance quand en plus il est collé à un profil de poste que vous avez travaillé avec les RH. Moi, je pars toujours du principe que le moment le plus important dans un recrutement, c'est les 3 heures que je vais passer avec les RH pour analyser le poste et le vrai besoin sur le poste, mais le besoin de compétences, mais surtout l'environnement dans lequel va évoluer le futur candidat. C'est là où serait la réussite ou l'échec d'un recrutement, in fine. Mais donc, pour répondre à votre question, oui, ils sont très intéressants. Et oui, on les utilise personnellement beaucoup. Et donc, du coup, quelle est la place de ce test dans le recrutement? Comment vous l'utilisez, vous? Alors, nous, on l'utilise, les candidats sont au courant, hein, d'accord, on les informe en amont. C'est pas un outil qu'on utilise, c'est pas du tout un outil de décision. C'est un outil qu'on va faire passer, c'est les questionnaires, on va les faire passer avant, une fois qu'on aura fait le tri des CV, juste après avoir fait le tri des CV et avant l'entretien. Parce que c'est des tests, je sais pas, comme tout outil, hein, c'est pas quelque chose qui est forcément gravé dans le marbre, c'est un outil qui va nous permettre de préparer l'entretien, qui va peut-être faire ressortir des questionnements, des doutes, qui va nous faire nous interroger au contraire ou appuyer des choses qu'on aura pu identifier. Et c'est ce qu'on va aller investiguer en entretien, pour confirmer ce qu'on aura pu voir ou pour lever des doutes qui auraient pu émerger à la suite de ces résultats de ces questionnaires. Mais du coup, c'est absolument pas du tout un outil de décision, par contre. Il y a des cabinets ou des entreprises qui l'utilisent à la fin. Nous, on les utilise toujours avant les entretiens. Est-ce que vous arrivez de trouver des contradictions entre un test de qualité et la personne pendant l'entretien après par exemple, sur le test, le test vous dit que c'est une personne complètement introvertie, et en fait, on retrouve en face de quelqu'un qui est très bavard. À ce niveau-là, non, c'est très rare. Ouais, c'est très rare.
Moi, j'ai eu des résultats de tests, par exemple, sur plus du management, où les gens, on va avoir, ils ont un sens de prise de décision important, ils savent convaincre, c'est un truc. Et puis en entretien, c'était pas du tout ça, quoi. Donc à chaque fois qu'on charcutait, rien en face, etc. Charcutait, ouais. On n'a pas le droit de se tromper. Et donc là, vous posez la question, vous dites, ah, je comprends pas, le test, c'est quelqu'un qui est hyper solide, qui sait prendre des décisions, qui sait convaincre. Et là, en entretien, quand on le déstabilise tout de suite. Donc là, oui, vous vous dites, bon, c'est dur pourtant de tromper des tests. Hein. En fait, ça dépend des tests. Nous, en l'occurrence, on fait toujours passer les 3 en même temps. Parce que, bon, réussir à tricher sur les 3, c'est mission impossible. Et en plus, il y a une analyse un peu plus fine que les candidats ne voient pas. C'est ce que je dois dire. Qui fait qu'ils ont aussi analysé les temps de réponse. C'est-à-dire que vous voyez, vous avez tout de suite accès aux réponses instinctives et naturelles du candidat et aux réponses réfléchies. Et ça ressort sur les tests. C'est ça que nous, on va aller justement aussi derrière. Quand on voit qu'un candidat a mis plus ou moins de temps à répondre à certaines questions, on va aller investiguer. On va dire, est-ce qu'il a essayé de réfléchir? Est-ce qu'il a essayé de répondre au plus fin par rapport à ce qu'il imaginait du poste auquel il a répondu, ou est-ce qu'il a répondu peut-être la réfléchi? Voilà, on va aller investiguer. Nous, les tests, vont aller dans le même sens. On va les utiliser aussi pour savoir s'il va y avoir une cohérence avec le reste de l'équipe. On peut avoir quelqu'un qui a fait du management, qui a fait des missions, par exemple, en fait, qui a eu de bons résultats. Et on a besoin d'aller vérifier si le management plutôt participatif naturellement ou plutôt directif. Et les tests nous permettent de le voir mieux que lors de l'entretien. Et surtout de se dire, est-ce que ce type de personnalité va convenir avec l'équipe? Parce qu'on peut avoir eu des échecs aussi, en fait, et on sait en fait, qu'est-ce qui ne convient pas à notre entreprise ou à notre équipe. Et le test, c'est pas forcément, c'est quand même une aide à la décision. C'est parfois une aide, moi je vais dire, une aide à l'exclusion en fait, de certains profils en disant en fait, ce profil-là, ça ne marche pas chez nous. Voilà, en fait, on a déjà testé plusieurs fois. Et après, on a plein d'autres qui fonctionnent. Et c'est quand même, en fait, ça nous aide à décider. Sinon, en fait, sinon on ne le ferait pas, mais en fait, ça nous aide à décider. Ou en tout cas, à pouvoir savoir comment intégrer la personne et quelles précautions prendre aussi lorsqu'elle rentrera chez nous. Parce que du coup, je rebondis, comment convaincre le recruteur si là, il y a des tests et que du coup, les tests prennent aussi une place dans la décision, même si ce n'est pas avec ces tests qu'on prend une décision. Comment le candidat va pouvoir se positionner avec ces tests et comment il va pouvoir continuer à défendre sa candidature malgré les résultats. Et parce que ce n'est pas une fin en soi, finalement, les tests. C'est juste une partie du recrutement. Ça va dépendre si en fait on lui communique les résultats. Si on ne lui communique pas, il ne saura pas sur quoi se défendre. Donc après, ça va être la capacité du recruteur ou de l'employeur à savoir en discuter avec des tests et dire voilà, en fait, je vais vous recevoir. Parce que parfois, ça va déjà arriver d'être convaincu par un candidat, d'avoir des tests en fait, tiens, en fait, j'ai des doutes, le faire venir, dire voilà, en fait, on va échanger sur les résultats. Et en fait, je lui dis, en fait, moi, j'ai des doutes sur votre capacité à prendre le poste. Et lui, il va faire, s'il se connaît bien, bon, alors, en fait, se déstabiliser, ça ne sert à rien parce qu'on est qui on est. Hein. Et dire, ouais, ben, je sais, je suis comme ça, mais en fait, j'ai d'autres contreparties. Et en fait, d'essayer de faire voir le poste différemment au recruteur. Et c'est comme ça qu'il arrive à le convaincre. En fait, je sais que je suis comme ça, je sais que je suis directif. Mais en fait, dans ce type de situation, dans ce type de poste, en réalité, à certains moments, il faut être directif et il va nous donner des cas concrets où il faut être directif, par exemple. Et en fait, il faut échanger avec le candidat. Pour rebondir, c'est surtout ces outils, ils sont souvent très pertinents, ils sont extrêmement intéressants. Et je rebondis sur ce que tu as dit. Moi, en tant que cabinet, par exemple, encore une fois, je dis, on les utilise en préparation des entretiens. Et si on communique les résultats aux candidats, on ne communique jamais les résultats aux potentiels futurs employeurs. Jamais. Parce qu'on part du principe que ce sont des données qui appartiennent aux candidats.
Et surtout, pour pratiquer ces tests-là, et pour pouvoir analyser tous les résultats, il faut être formé. D'accord? Et lancer comme ça un rapport à un service RH, en l'occurrence, si je connais parfaitement la personne que j'ai en face et je sais qu'elle est formée, je pourrais le faire. Mais je ne lancerai pas un rapport d'un candidat à un service RH si je n'ai pas l'assurance que la personne en face soit quelqu'un de formé. Parce que la lecture basique et première d'un rapport, elle peut être très vite faussement analysée. Voilà. C'est pour ça que moi, je me refuse à les envoyer aux employés. Et plus globalement, tu as des systèmes de notation pour les candidats ou... Bien sûr, bien sûr. Ah oui, oui, c'est même, pour nous, c'est même la base de tout. Il faut avoir des grilles d'évaluation pour comparer les candidats de manière factuelle et le plus équitable possible, pour éviter au maximum les biais, comme les évoquait Olivier. Parce que les biais, on en a tous, on est tous humains, donc il faut s'appuyer sur du concret. Donc, vous savez, des fois, quand vous faites des recrutements sur un poste, vous recevez un candidat une semaine, puis pendant 3 semaines, vous en recevez plusieurs. C'est des fois compliqué de se souvenir des biais, ça va avoir tendance à valoriser le dernier bon candidat qu'on a rencontré. Hein. Si vous n'avez pas des grilles d'évaluation et des rapports d'évaluation sur chacun des candidats que vous avez vus, c'est compliqué d'être le plus équitable et le plus factuel. Ça, c'est des grilles que vous créez. Oui. Vous savez qui c'est votre 97 de tous les temps? Non, parce que les grilles, encore, et pour le coup, c'est intéressant, parce que pour le coup, les grilles d'évaluation, elles sont faites en fonction, nous, on a 2 grilles d'évaluation, une grille d'évaluation des compétences, d'accord, qui sont juste, il y a une compétence est en règle générale notée de 1 à 5, et puis en fonction de l'importance de celle-ci, si c'est la compétence essentielle et la plus recherchée actuellement pour l'employeur, on va lui appliquer un coefficient. Et on détermine comme ça 4-5 compétences, on applique des coefficients. Et en fonction de l'entretien, des réalisations des candidats, on vient noter le candidat. Et on fait la même chose pour les fameux soft skills. On établit 5 compétences soft qu'on vient noter aussi. J'ai une question justement. On parle beaucoup de soft skills. Et aujourd'hui, au niveau d'un quels sont les comportements et les soft skills qui sont les plus attendus dans un profil? Il n'y en a pas de plus ou moins attendu. Ça dépend entièrement de l'environnement dans lequel va évoluer le candidat. Olivier évoquait le profil de quelqu'un qui a un management, par exemple, directif. Quelqu'un qui est dans un environnement, ça ne va pas du tout être adapté. Parce que vous avez un candidat un collaborateur qui va être amené à évoluer dans un environnement où les employés sont plutôt autonomes. Mais par contre, si demain vous recrutez quelqu'un pour une équipe de jeunes qui ont besoin d'apprendre, qui ne maîtrisent pas tout, et ben avoir quelqu'un de directif, ça va être attendu, clairement. D'accord? Donc il n'y a jamais de bon ou de mauvais profil, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise compétence soft ou de compétence. Il y a juste des environnements différents et c'est ça qu'il faut analyser les compétences et les potentiels du candidat et les mettre en relation. Et ça match pas. Et il y a des très bons candidats qui ont des compétences techniques avérées qui vont échouer dans un environnement parce que tout simplement, ils ont pas le profil qui correspond tout simplement. Et vous avez des gens qui vont matcher sur une ou 2 compétences. Et si ça coche, moi souvent, je vois, si ça coche la compétence très attendue et qu'on constate que en termes d'environnement, celui-ci va beaucoup mieux s'adapter, et bien encore une fois, une compétence, ça s'acquiert. Un comportement, ça ne s'acquiert pas. Donc une compétence, Marc le disait tout à l'heure, hein, bien entendu, on est réaliste, il y a des compétences des fois qui sont nécessaires dans l'instant, donc celle-ci, on va en avoir besoin à l'instant T. Mais il y en a. Compétences, ça s'acquiert. Le comportement naturel. La motivation. Ouais, c'est ça. Il faut des réactions, vous avez envie de les dire, ce que dit Laurent? Oui, après, en fait, il y a aussi la culture d'entreprise.
Parce qu'en fait, enfin, nous, chez Valence, on privilégie un soft skill, c'est la simplicité. Donc, en fait, parce qu'on veut, on veut que chacun puisse exprimer ses besoins de manière, on va dire, franche, mais sans agressivité, etc. C'est un soft skill on essaie de développer dans l'ensemble de l'entreprise pour que les gens timides puissent s'exprimer, mais que les gens moins timides aussi puissent aussi faire attention à leur manière de s'exprimer. Mais c'est propre, effectivement, à notre société parce qu'on travaille pour l'équipe et on a besoin, en fait, que nos salariés aient cette compétence. Mais j'imagine effectivement dans d'autres environnements, ce sera d'autres soft skills qui seront développés. Oui, c'est ça. C'est que peut-être qu'effectivement, selon les entreprises, vous avez aussi des valeurs qui sont importantes, c'est propre à vous. Et ça, du coup, peut-être que vous attendez à ce que les candidats aussi adhèrent à ces valeurs. En tout cas, qui se rapprochent. Oui, en tout cas, dégager qu'ils puissent s'intégrer dans l'équipe. En fait, il y a des valeurs d'entreprise et il y a les valeurs individuelles qui peuvent être différentes. Donc, on peut avoir des valeurs qui sont différentes de l'entreprise, mais le principal, c'est de rentrer dans un projet commun. C'est-à-dire, c'est pas faire opposition aux valeurs de l'entreprise, sinon ça va être compliqué. Mais on peut avoir des valeurs individuelles qui vont au-delà de celles de l'entreprise. Voilà, en fait, Parce que ça peut être intéressant qu'un recruteur parle de vos valeurs et que le candidat aussi s'exprime sur les valeurs, ce qu'il ressent par exemple vos valeurs, ça peut être un point de motivation et d'entrée du candidat, par exemple, qui parle des valeurs de l'entreprise et que lui, il réfère à ses propres valeurs. Oui, c'est quelque chose d'intéressant pour vous. Oui, mais bon, on peut le biaiser facilement, ça, quand même. Hein. Je veux dire, vous allez sur le site de l'entreprise, vous voyez la mission et les valeurs, préparez votre speech, puis voilà, quoi. Mais il est allé sur le site. Il est allé sur le site. Là, il réagit par rapport à vos valeurs que vous transmettez et que du coup, lui, voilà, il rebondit sur vos valeurs. C'est peut-être parce que l'argument. Oui, mais je veux dire, est-ce qu'il a exactement ces valeurs-là? Je veux dire, tant qu'on l'aura pas vu en entreprise travailler, je dis n'importe quoi, mais première ressource, notre première valeur, c'est la sécurité. Personne va me dire, ah oui, je vais rentrer dans une usine Céveso sans EPI, en fumant une cigarette, et puis voilà. C'est comment ils vont l'incarner. Voilà, après, ton comportement et ton savoir-être, en fait, c'est ça, c'est le savoir-être qui est le plus important dans une entreprise. Comme le dit Laurent, la compétence, on va lui apprendre, on va le former, on va le coacher, etc. Mais nous, le plus de problèmes qu'on a, c'est le savoir-être. Alors, du coup, vous avez 1 heure d'entretien à peu près avec les candidats. Comment vous arrivez en 1 heure identifier un peu le contexte? En lui posant des questions. En lui posant des questions, comment tu réagirais dans telle situation? Comment tu aurais appréhendé si jamais, à un moment dans ton expérience professionnelle, tu étais confronté à telle situation? C'est vraiment sans orienter la réponse, c'est de voir comment est-ce que la personne se serait positionnée. Et pour les motivations, je trouve que c'est le plus dur, c'est la motivation déterminée. C'est pas forcément le plus dur. Déjà, sur le sujet qu'on abordait avant, la motivation, elle est que si on a envoyé le CV en mode caché, sans voir à qui on s'adressait, à 70 recruteurs, la motivation pour notre entreprise, elle est limite. C'est déjà la première chose. La motivation, ensuite, elle va être sur le poste en particulier. Sur ce poste-là, pourquoi vous avez choisi d'être sur ce poste-là? Moi, j'aime bien bosser dans l'admin. C'est pas la peine. C'est pas une réponse qui est. Et pourtant, ça arrive tout le temps. J'aime bosser dans l'admin. Non, en réalité, ma motivation, elle est qu'au quotidien, quand je parle avec des personnes de toutes voies différentes, que ce soit le client, le fournisseur ou le constructeur, je me retrouve au centre et puis je peux répondre. Voilà. C'est dans la réponse et dans la façon dont la personne va répondre où on entendra la motivation. C'est grosso modo, il ne faut jamais donner de réponse bateau. Il faut construire sa réponse à une question. Il y a aussi des rencontres humaines, hein, tout simplement. Le recrutement, c'est 2 personnes qui se rencontrent. On enlève ça du contexte du recrutement. Ça match pas, quoi. Je peux discuter avec une personne et décrocher au bout de 2 secondes. Je peux passer la nuit à discuter d'un sujet qui m'intéresse et qui t'intéresse aussi. Voilà, ça match pas au-delà de tout le reste, quoi. Parce que j'ai déjà eu des candidats qui avaient l'air super motivés, qui étaient talentueux. Et qui avaient l'air de savoir ce qu'ils voulaient faire et qui avaient l'air de coller avec le projet de l'entreprise. Et c'est une promesse d'embauche, mais j'avais dit si ça se passe bien, tout ça, je vais t'embaucher dessus. Mais par contre, jamais à l'heure, alors qu'à l'entretien, il avait l'air super motivé.
C'est pour ça qu'il y a des périodes d'essai dans les pays. Ça sert à ça aussi, hein. Il n'y a pas de science exacte. Qu'est-ce qui montrera que, on va dire, positivement dans l'entretien chez un candidat? Même si, évidemment, il y a des compétences à évaluer, tout ça, qu'est-ce qui est un peu, c'est le profil du candidat et dire, peut-être que celui-là, c'est vraiment le bon. Il y a une phrase qu'on voit souvent quand on fait des formations en RH où c'est que finalement on recrute la personne qui nous ressemble. Donc, comme on fait ces entretiens-là, nous, RH, on va passer tout un tas de profils. On fait un peu comme sur Pony, on a toujours un opérateur avec quelqu'un qui est du métier et quelqu'un avec qui la personne va travailler en direct. En fait, ça va être la personne qui va travailler avec l'autre, qui va chercher quelqu'un qui lui ressemble et qui va matcher. Donc, comment est-ce qu'on peut savoir si oui ou non on s'est démarqué dans l'entretien, mais c'est pas compliqué. S'il y a eu un dialogue ouvert avec la personne avec qui vous allez travailler au quotidien, vous pouvez vous dire qu'effectivement, vous avez marqué les esprits. Si la personne qui est là et qui est censée être la personne avec qui vous allez travailler vous a quasiment pas parlé pendant l'entretien, c'est mauvais signe. S'il n'y a que la personne RH qui parle, c'est que nous, on va rester très pragmatique, la grille de compétences, l'évaluation, ce qu'on attend des soft skills, et vous n'avez pas séduit la personne avec qui vous allez bosser. Vous auriez pu remplir 5 sur 5 à tous les critères attendus. Si la personne à côté dit « Ouais, mais non, j'ai pas envie de travailler avec elle », c'est que cette personne-là, elle mettrait peut-être du mauvais esprit au quotidien pour vous accompagner, vous former ou autre, et ce ne serait pas un recrutement réussi. Vous pourriez réussir dans toutes les compétences attendues, pour autant, ça ne matcherait pas et la période d'essai souvent arrêt sur erreur. C'est un bon indicateur de se dire que la personne avec qui vous allez travailler vous a posé plein de questions et était très intéressée par votre profil, ça veut dire que vous avez des grandes chances d'être. On est vraiment sur l'humain, en fait, là, parce que il y a aussi les systèmes de croyance. Hein. Si on croit que quelqu'un va réussir, si une personne croit qu'elle va réussir, il y a beaucoup de chances qu'elle réussisse. Si vous croyez qu'elle ne va pas réussir, à chaque fois qu'elle va faire un truc pas bien, vous allez dire, t'as vu, t'avais dit. Et en fait, voilà, et en fait, contre ça, on peut rien. Contre ça, on peut rien, en fait. Hein, parce que c'est vraiment, comme disait Pierre, des fois, une histoire de rencontre. Je crois en toi, ok. Ok, merci de croire en moi. Donc, comme tu crois en moi, tu me donnes de la confiance. Comme j'ai de la confiance, j'arrive à abattre des choses, à faire des choses que je ne me pensais pas capable de faire. C'est un aspect important. Et ce ressenti par rapport à l'entretien en tant que recruteur, est-ce que si la personne que vous recevez vous pose cette question à la fin de l'entretien, comment ça s'est passé pour vous? Est-ce que vous l'acceptez bien cette question? Comment ça se passe? Ça arrive très souvent et vous répondez très franchement. D'accord. Et sur les complètement, ça match tes normes de valeur et d'autres qui sont, écoute, à ce moment-là, quand tu m'as répondu de telle façon, je me suis sentie plus ou moins agressée, je me suis sentie plus ou moins sur une valeur qui ne correspond pas à celle de notre entreprise. En fait, j'ai même envie de dire que comme on se connaît quand même beaucoup sur le territoire, parfois, cette personne-là, je sais qu'elle ne matchera pas chez moi, mais je vais appeler une copine RH ou je vais être sur le réseau de la NDRH et je vais dire, j'ai reçu quelqu'un qui pourrait tout à fait correspondre dans un milieu plus industriel que dans un milieu numérique. En fait, ne serait-ce que faire un entretien, ce n'est pas perdu. Cet entretien-là, s'il n'aboutit pas dans l'entreprise sur laquelle vous êtes allé, ça peut être une autre porte qui s'ouvre vers une autre porte. Ça arrive très très souvent. Ça se passe dans cette période. Je rebondis sur le fait que voilà, vous disiez que tout le monde se connaît pas plus ou moins sur le territoire. Oui. Est-ce que justement, ça peut être un frein certaines entreprises qui ont eu une mauvaise expérience avec quelqu'un, mais la personne essaie de candidater chez une autre entreprise qui pense lui convenir, et au final. À 200%. Et on a un gros défaut, c'est qu'on fait des contrôles de référence. D'où l'importance en entretien d'être honnête. C'est-à-dire que vous allez me dire, ouais, voilà, moi chez mon ancien recruteur, ça s'est très mal passé pour telle et telle raison. Mais en fait, la personne en face de moi qui m'a dit ça, j'aurais moins tendance à aller appeler ce recruteur-là. J'aurais plutôt tendance à aller savoir à quel moment ça s'est bien passé dans une autre expérience. Si voilà, je me suis pas entendue avec mon manager dans l'autre entreprise, je vais essayer de savoir en entretien pourquoi, qu'est-ce que ce manager avait comme position qui ne vous correspondait pas. Si mon manager dans mon entreprise a la même position que dans l'autre, on peut dire que ce n'est pas la peine. Par contre, si effectivement on passe d'un management directif à un management plus participatif ou autre, je saurais que cette expérience qui était négative avant peut être positive chez moi. Mais si vous ne me l'avez pas dit, je vais me méfier, je vais appeler et forcément le recruteur en face me dira chez moi c'était une carte, c'était horrible, on ne pouvait rien lui faire faire.
Oui, c'est parce que le défaut venait de lui, pas forcément de vous. Ça, faut avoir pu nous dire en entretien. Vous faites souvent ça, je pense qu'on a. Peut-être systématiquement. Pareil. En plus, vous êtes en Calédonie, c'est un monde qui quand on travaille dans le monde de la mine, alors la personne qui regardait son CV, elle travaille chez KNS, à la STL, chez UTC, Ballant. Ah tiens, il va faire trop nuit maintenant. On va regarder combien de fois il est resté chez les uns et chez les autres. C'est sûr qu'on passe un coup de fil. C'est encore plus facile parce qu'on peut le faire par coup de fil. Et oui, puis en plus, des fois, on se connaît, alors on s'appelle, vous faites un tel, etc. On se voit chez Clément Calédonien. Ouais, donc oui, ça se fait, ça se fait. Faut pas se cramer. Après, vous avez le droit aussi d'avoir fait une erreur, je veux dire, c'est humain. Hein. Et comme disait Marc, il faut l'assumer. Il faut l'expliquer, il faut avoir pu travailler dessus, puis dire, oh, oui, bah maintenant, voilà. Puis, et moi, ça m'est arrivé de recruter du monde qu'on avait déjà eu chez nous auparavant, et où ça s'était pas forcément bien passé, mais de dire, bon, oui, mais enfin, bon, c'était il y a 10 ans, hein, la personne, elle a pu évoluer quand même. Donc, on va le reprendre en entretien. Moi, je ne l'ai jamais vu parce que je suis récente dans l'entreprise, donc je vais me faire aussi mon opinion, etc. Alors, c'est vrai que, comme disait Marthe aussi, on a toujours tendance, ça, c'est un biais très humain, de vouloir prendre quelqu'un qui nous ressemble. Mais je dirais qu'aussi là-dessus, il faut de temps en temps rentrer un peu dedans et de dire, mais enfin, si tout le monde vous ressemble dans votre équipe, ça va être compliqué de travailler. Hein. Donc, il y a un moment, il faut mettre de la diversité. Hein. Donc, c'est notre rôle aussi à nous, les RH, de par un moment, de dire, stop là, parce que là, j'ai un clone, 2 clones, 3 clones, ça va aller, quoi. Hein. Ouais. C'est pas une équipe de foot avec que les gardiens de but. Non, c'est ça. Un peu On dépassé. est presque dans le timing. J'avais une dernière question des talents. Et là, on a pas mal d'entrepreneurs parmi nos talents. Et donc, du coup, la question, c'est si nous répondons à une offre d'emploi que finalement, on a envie de proposer notre offre de service. Donc, on cherche quelqu'un dans la com, et là, vous avez quelqu'un qui, finalement, est plutôt pas tenté et vous propose comment ça se passe pour vous. On sait si c'est. Je le redirige vers les achats. C'est quoi, c'est mobilisant? Si on est sur un profil très pénurique, ça peut être un recours pour une entreprise de passer pendant un temps par le service achat, pour le coup. Par une prestation externe, ça peut. Pourquoi pas. Hein, au moins, ça montre que c'est quelqu'un qui a du culot et puis qui est aussi bon. J'ai une question. Sur des postes où vous avez beaucoup de turnover, c'est au candidat sur la liste. Et c'est Alors, Moi, je l'ai fait, ouais. J'ai un poste, en fait, sur un poste de, pas dire lequel, mais en fait, j'ai un poste sur lequel j'ai eu beaucoup de turnover, puisque j'ai eu 4 personnes, en fait, en 3 ans. Et donc, par contre, j'ai eu beaucoup de temps pour recruter cette personne. Donc, je lui ai dit clairement, parce que je me suis dit, de toute manière, quand elle va arriver, elle va savoir qu'il y avait du turnover. Donc, déjà, elle va dire, en fait, il ne va pas tout. L'objectif, c'est d'arrêter le turnover. Voilà, donc, si déjà de notre côté, on ment, la personne n'aura pas confiance en nous. Donc, en fait, ça va engendrer des facteurs qui vont peut-être elles-mêmes la faire partir. Donc, nous, ce qu'on doit faire quand on est recruteur, en fait, employeur, c'est comprendre pourquoi il y a des turnover. Ça peut être parce qu'on a mal défini le poste, les critères de poste, on n'a pas tenu compte de certaines choses qui étaient importantes, ou parce qu'en fait, il y a un problème de management. Voilà, où on a sous-estimé l'expérience, le diplôme, certaines connaissances, voilà. Et donc, c'est à nous d'essayer de comprendre. Et dans les questions, quand on avance ce sujet-là, on peut justement aborder avec la personne, voilà, en fait, nous, on a des turnover pour telle et telle raison, si c'est technique. Donc, en fait, nous, on veut que vous soyez super fort là-dessus, parce qu'en fait, à chaque fois que quelqu'un n'est pas bon sur ce domaine-là, ça ne marche pas. Donc, quand toi, tu candidates pas pour partir. Donc, tu vas dire, bah oui, ça tombe bien, moi, c'est mon dossier. Non, au contraire, bah oui, vous avez raison de le dire, parce qu'en fait, c'est pas mon point fort. Donc, il y a aussi, c'est un dialogue. Hein. Donc, moi, je le dis. Voilà, après,
tout le monde, ce qu'il faut dire, est-ce que c'est une bonne pratique traditionnelle? C'est une des questions qu'aussi posent des fois les candidats. De dire, mais il me semble que j'ai déjà vu ce poste-là passer il y a 6 mois ou il y a 1 an. Voilà, c'est oui. Je veux dire, ça montre aussi l'intérêt du candidat. C'est-à-dire que ça fait déjà un moment qu'il regarde l'entreprise, etc. Donc après, à nous d'être honnêtes. Hein. Ah oui, oui. Après, c'est des choix de candidats. Quand vous avez 18 000 personnes qui ont quitté le territoire, bon, il y a des choix personnels hein, dans ces gens qui sont partis. Vous avez aussi des personnes qui ont évolué en interne. Il y a des postes vraiment qu'on a, nous, à pouvoir très régulièrement, mais c'est parce que les personnes sont entrées sur des postes aide-mécaniciens, sont passés mécaniciens. Donc, on a vraiment cette politique, je pense, en Nouvelle-Calédonie, de faire grandir les gens et de les former en interne. On offre la chance à beaucoup de personnes qui n'ont pas forcément de diplôme, qui commencent par la petite porte et qui évoluent. Moi, j'ai des directeurs d'exploitation aujourd'hui qui, après 10 ans, seulement 10 ans, sont passés d'un hotliner à un poste de responsable d'exploitation sur une structure. Donc, il y a aussi énormément de turnover positif. C'est pas que négatif quand vous voyez qu'une entreprise a toujours un poste ouvert. Ça veut aussi dire que finalement, vous pouvez rentrer sur ce poste-là et évoluer à l'interne. Et de la même manière qu'on demande à notre candidat d'être transparent, on fait en sorte, nous, de vous répondre et puis dans l'entretien, je suis plus contente de pouvoir vous dire, oui, je vous recrute en outliner et dans 10 ans, vous serez plus d'entreprise. Ouais, c'est vrai que c'est un vrai problème. C'est souvent qu'on a beaucoup de mouvements internes, de mobilité interne. Et si vous regardez Prony pour Amazon, vous allez voir toujours les opérateurs du procédé. On est constamment en recrutement d'opérateurs. Et c'est parce qu'ils bougent. Ils passent de niveau 1, niveau 2, niveau 3. Bah, forcément, c'est les chaises musicales. Hein, donc, hop, il faut sans arrêt recruter. J'ai une dernière question, peut-être en ligne, pour peut-être clore le débat. Quels sont les avantages et les défis de travailler en Calédonie? Les avantages? Il faut se lever tôt, les défis. Non, mais c'est vrai, il y a beaucoup de Français qui trouvent ça dur. Hein, oui. Les horaires en Calédonie. C'est vrai. Les horaires? L'avantage, c'est qu'on finit plus tôt aussi. Ah, ben, ça dépend où. Non, mais les avantages, c'est la qualité de vie quand même exceptionnelle. Ouais. Quand vous vivez à Paris, par exemple, ou dans une métropole, quand vous vivez en métropole, en fait, avec la pollution, etc. Si vous vivez par rapport à Nouméa, vous allez du travail en fait, à la plage, vous allez du travail voir vos amis qui sont dans la même ville, vous allez aux écoles, etc. En fait, c'est quand même en fait, extraordinaire. Et avec un climat en fait, ultra favorable. Donc, bon, même justement, en fait, quand on est acclimaté, on apprend quand même en fait, actuellement, mais c'est quand même pas un froid sibérien. Quoi. Donc, c'est vraiment un avantage incroyable. On se fait très vite du réseau parce qu'en fait, c'est quand même, on connaît vite quelqu'un qui connaît quelqu'un, etc. Donc, on peut se faire le tout, c'est de faire son trou, en fait. C'est vraiment voilà. Et les Calédoniens, même si on se déchire sur des plans politiques, en fait, ils sont vachement plus accueillants, cool, et moins stressés qu'ailleurs. Donc, c'est quand même bien agréable quand on dit quelque chose à quelqu'un, je sais pas, en fait, envoyer promener, voilà, en fait, on ferme les portes quand on ouvre une porte, il y a quelqu'un qui arrive, je suis à Paris, aéroport de Paris, en fait, claque les portes devant nous, en fait, voilà, c'est important, c'est un avantage, je pense qu'il y en a peut-être d'autres territoires, la Calédonie, ça en est un. L'autre avantage, c'est aussi que la Calédonie, c'est un accélérateur de carrière. Vous pouvez grimper en échelon beaucoup plus rapidement que vous avez en métropole. Ça, c'est quelque chose qui est intéressant pour les jeunes diplômés. Pour les jeunes diplômés, il est très difficile de trouver un poste en métropole aujourd'hui parce qu'on attend que les personnes aient de l'expérience. En Calédonie, on a plutôt tendance à donner de la chance aux gens. On les fait parfois rentrer un poste en dessous du diplôme pour lequel ils sont, mais ils rattrapent très vite leur poste une fois qu'ils sont en interne. Accélérateur de carrière. Les étudiants pensent même, des étudiants calédoniens en France, pensent que rester en France, ça accélère leur carrière. Et pourtant, c'est tout à fait le contraire. C'est beaucoup plus facile d'avoir une première expérience en Nouvelle-Calédonie et puis, effectivement, en 5 ans, d'arriver à un poste à responsabilité, tandis que de trouver une entreprise en France. Et en Calédonie, l'avantage qu'on peut avoir aussi, c'est qu'en fait, on peut avoir des postes plus généralistes, en fait, avec où on va toucher à plus de choses.
Voilà, plus intéressant. Parce qu'on est aussi des petites entreprises, on a moins aussi de possibilités de faire appel à d'autres personnes, à d'autres experts dans les domaines. Donc, en fait, des fois, en fait, on va aborder des sujets, voilà, comme aujourd'hui, en fait, on va aborder des sujets sur lesquels on n'est pas forcément les plus grands experts du monde, mais en fait, on va les aborder et ça va nous intéresser. Et en métropole, on est très vite spécialisé. Hein. Voilà, tu as fait de la logistique approvisionnement, tu feras de la logistique approvisionnement pour le reste de ta vie. Quoi. Parce qu'en fait, tu n'arriveras plus à sortir Par rapport à cette évolution, par rapport à l'évolution interne, dont vous parliez tout à l'heure, vous embauchez des personnes qui sont diplômées parfois à un niveau inférieur auquel ils sont. Est-ce qu'il est déjà possible, même pendant un entretien, de prévoir avec la personne un plan de carrière? Parce que personnellement, c'est une difficulté que je rencontre. Pour le coup, on ne peut pas me donner ma chance sur certains postes sur lesquels j'ai pourtant déjà eu ce type de poste en métropole, de l'expérience, des diplômes nécessaires, mais ici, c'est vrai qu'on ne donne pas cette chance. Est-ce qu'il y a cette possibilité en entretien de prévoir finalement un plan de carrière avec la personne? Aujourd'hui, on te prend à tel poste, d'ici tant d'années, tu peux évoluer vers tel poste, et voilà, prévoir en fait cette montée en compétence. On l'a déjà fait, d'ailleurs très récemment la semaine dernière, mais on n'est pas sur, c'est pas quelque chose qu'on aborde en premier entretien. C'est quelque chose qu'on construit une fois qu'on a ciblé notre candidat et qu'on se met d'accord ensemble sur, écoute, mon poste à moi est un peu plus complexe, tu connais pas la culture d'entreprise, tu sais pas exactement, tu n'es pas opérationnel tout de suite. Moi, ce que je te propose, c'est oui, tu as postulé là, je te propose un poste là, et l'idée, c'est que dans 3 ans, moi, je t'ai accompagné pour arriver au niveau que j'aime. Et c'est très régulier qu'on fasse ce genre de proposition, surtout aux jeunes diplômés. Voilà. Il y a un autre défaut qu'on a aussi en métropole, c'est que souvent le jeune diplômé s'est entendu dire à l'école que c'était lui le meilleur, que c'était le plus beau, et que quand il arrive en entreprise, il avait trouvé comme ça du boulot et qu'il allait manager 40 personnes. J'ai jamais vu, hein. C'est pas possible. Je suis complètement d'accord. Voilà. Il faut savoir être capable de se positionner peut-être parfois avec des responsabilités en dessous, d'être capable de faire ses preuves. Et ce qui est chouette en Calédonie, c'est qu'on n'attend pas 10 ans pour faire ses preuves. Faire ses preuves, vous pouvez le faire en 3, 4 ans, grand max. Je vais prendre mon exemple personnel. Je suis arrivée sur un poste diplômé, mon master RH. J'ai accepté de prendre un poste assistant RH. Le patron qui est là, aujourd'hui, m'a nommé DRH. Au bout de 10 ans, c'est quand même plutôt pas mal. En vrai, non, 8 ans. 8 ans, il m'a donné le poste de DRH. Et c'est mon exemple que je pourrais transposer sur énormément de personnes au sein de notre société. Je suis sûre que mes collègues peuvent vous donner exactement le même type d'histoire. Très bien. Donc, à la question comment convaincre le recruteur, le rassurer, s'intéresser à l'entreprise, être honnête, sauf si on est commercial, dans ce cas-là, c'est même un critère. Ne pas oublier que les tests qu'on passe, ça reste une aide à la décision, mais qu'avant tout, c'est une rencontre entre des personnes. Donc, pour ceux qui sont en ligne encore, venez rencontrer les recruteurs calédoniens. On est sympa et on est dans des entreprises à taille humaine. Calédonie, des tissus de TPE, PME, pour la grande majorité. C'est notre atout aussi. Voilà, je vais conclure. Merci à tous pour votre attention et vos questions. Et à très bientôt.